Bonjour à tous, il est multiple champion de France, il est 2 fois vice-champion du monde. Avec lui, ça roule à 300 km/h quasiment tout le temps. À titre personnel, je suis extrêmement content, fier et même ému de recevoir aujourd'hui quelqu'un qui prend la parole de manière très mesurée dans les médias et que nous avons la chance de vous offrir en quasi-exclusivité sur ce format. Bienvenue à toi et bonjour à toi Manu Guigou. Salut Johan. Comment ça va? Écoute, très heureux de te recevoir, très content d'être là pour faire ton émission que j'ai pu regarder déjà plusieurs fois et je trouve que le format est vraiment sympa. C'est vrai? Tu peux pas me faire plus plaisir. Alors Manu, moi, on joue toujours franc jeu avec les abonnés de la chaîne. Donc on va dévoiler tout de suite que j'ai la chance, je le dis à titre personnel, de partager une amitié avec toi, qu'on C'est commence vrai. à se connaître depuis quelques années. Mhm. Et donc à ce titre... Presque 5 ans. C'est vrai, ça commence à faire. Et donc à ce titre, cette interview sera d'autant plus émouvante pour moi parce qu'il y a un vrai affect. Et donc merci à toi de te prêter au jeu. Écoute, très heureux. Manu, par rapport aux gens qui te connaissent pas, les gens qui auraient le mauvais goût de ne pas te connaître, c'est une formule qu'on utilise souvent sur l'Insider. Est-ce que tu aurais la gentillesse en quelques secondes de te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais? Alors, simplement, je suis pilote automobile depuis déjà 30 ans, ça fait 30 ans de licence, une vingtaine d'années que je pilote dans le groupe Renault, plus particulièrement aujourd'hui depuis quelques années, depuis 2019 avec une Alpine. Je suis aussi ambassadeur pour la marque Alpine. J'ai la chance d'avoir fait de ma passion un métier, c'est pas donné à tout le monde, donc ce qui veut dire tout simplement que je me lève le matin, je suis heureux de partir travailler et j'enchaîne les courses avec grand plaisir et depuis de nombreuses années. Bon. Alors, je précise parce que moi je reçois que des gens humbles et formidables sur ce média. Manu, il dit qu'il est pilote de course. C'est aujourd'hui, moi je le pense, donc je vais me mouiller moi. Tu es communément admis comme le pilote le plus rapide sur Renault en France, le gars qui roule sur Renault depuis très très longtemps. Tu as un parcours derrière toi qui est absolument extraordinaire. On va pas le détailler là parce que je vous assure que sincèrement, si je vous donne tous les titres et toutes les courses qu'il a gagnées, je pense qu'on y passe 10 minutes. Tu connais l'émission, tu m'as dit que tu avais déjà regardé un peu les portraits. On a eu Oui, tout à Jimmy, fait. on a eu Julien, Ouais, et puis il y en tout a à d'autres fait. qui arrivent très prochainement. Tu sais qu'on rentre un peu dans l'intimité des gens, on essaie Mhm. vraiment de faire des portraits qui permettent aux gens de connaître un peu plus nos invités. Mhm. Et généralement, je commence par l'enfance de mes invités. Donc est-ce que tu es d'accord pour nous, en exclu, de faire un petit tour dans ton enfance Bien sûr. et qu'on aille voir un peu comment était le petit Manu à l'époque? Alors la première question, moi, qui m'est venue, parce que bon, on se connaît, mais j'ai jamais eu l'outrecuidance de te poser certaines questions trop intimes. Donc j'ai quand même fait une enquête avant de venir t'interviewer. Et bizarrement, je trouve pas grand-chose sur ton enfance. Est-ce que c'est voulu, oui ou non? Et comment t'expliques ça? En fait, sur mon enfance, on va dire que c'était avant que je sois pilote, donc C'est ça. forcément, il y a très peu de choses qui ont transpiré parce que je n'ai pas eu l'occasion de le raconter, tout simplement. Je suis originaire, je suis né à Montpellier, je suis originaire, j'ai vécu une grande partie de mon enfance sur Apt, dans le Vaucluse. J'ai 3 frères plus jeunes que moi qui ne sont pas dans le sport auto. Mais par contre, j'ai eu un tonton qui, lui, était dans le sport auto et qui, je D'accord. pense, m'a donné le virus Ouais. des sports mécaniques et notamment du rallye. D'ailleurs, ça a été mon premier supporter et surtout la personne qui m'a aidé dès le départ. Du coup, tu es né le 8 juillet 1971. Nous Oui. ne donnerons pas ton âge, les internautes feront le calcul. Mais tu étais toujours très jeune, Manu. Est-ce que tu veux bien nous raconter dans quel contexte familial tu as grandi, quelle famille tu as eu? Donc Alors, tu nous as parlé, tu as eu trois frères cadets. 3 frères cadets, effectivement, un papa pharmacien, un D'accord. grand-père pharmacien, un Ok. arrière-grand-père pharmacien. Ok. Donc, mais je ne suis pas pharmacien. Ouais. C'est aussi T'as cassé simple la que ça. J'ai laissé les études de médecine à mes frères. Ton premier souvenir lié à la course automobile ou au monde de l'automobile en général, tu t'en souviens? Alors, mon premier souvenir, Là, je parle vraiment on du va Manu dire gamin. de pilotage, de pilotage, en fait, oui, oui, parce que c'est quand même des sensations que j'ai encore au fond de moi. C'est étonnamment bien présent. Je me rappelle alors, je ne sais pas si c'est le destin ou quoi au caisse, mais Renault, on va dire le constructeur Renault, j'avais 7 ou 8 ans, faisait une petite détection avec des cartes et c'était sur Apt, c'était sur un terrain, un parking, on va dire, entre des ballots de paille. Ok. Et ils avaient mis des petites cartes aux couleurs Renault, des petites monoplaces comme ça. Et j'avais 7 ou 8 ans et je me rappelle très bien avoir pris le volant de ces petits kartings là. Et j'ai une photo d'ailleurs, une photo que tu vas nous retrouver, que tu vas partager. alors je ne sais pas si je l'ai retrouvée, mais je pense savoir où elle est. Une photo où j'ai piloté pour la première fois et j'ai encore des sensations de dérapage et de glisse et de contre-braquage. Ça fait quelques années maintenant, mais ça a été mon premier, on va dire, ma première sensation. Et après, tout simplement, j'enchaînais les fêtes foraines, mais je n'allais uniquement que sur les voitures. Les auto-tamponneuses, bon, un peu, mais surtout tout ce qui était circuit. Donc les petits kartings sur les planches de bois là, que tout le monde connaît. Ouais, bien sûr. Voilà, donc j'étais vraiment très axé. Et puis surtout, ce qui m'a avant toute chose plu, c'était de faire la course.
Donc Ok. j'ai fait la course avec mes frères, Ok. qui étaient plus jeunes que moi, donc bon, j'avais pas. Que tu mettais à l'amende. Oui, mais en étant plus âgé, c'est normal Ouais. aussi. Ouais. Surtout avec il y a 5 ans, 10 ans et 19 ans de différence, donc ça fait D'accord. des Ah oui, gros quand même, écarts. ouais, quand même. Bon, aujourd'hui, ils sont plus jeunes que moi et ils me mettent à l'amende dans les autres sports parce qu'ils sont forcément plus jeunes. Ouais, évidemment, évidemment. Mais c'est assez singulier, je trouve ça plutôt drôle. Donc, ton premier souvenir de pilotage, quand même, il n'y a pas de hasard dans la vie, le destin. Tu te retrouves, je grossis le trait, mais quasiment sur un parking d'Auchan, Ouais. avec des monoplaces bricolées par Renault, à faire une course. Parce que c'est vrai que c'est une question que je me posais, et peut-être les internautes se la posent. Tu sais, la plupart des invités que je reçois, pour l'instant, j'ai fait beaucoup de sportifs, et il n'y aura pas que des sportifs sur la chaîne, je tiens à le préciser. Souvent, tu sais, ils commencent leur sport un peu jeune, mais le sport auto, c'est pas pareil, puisque on n'a pas idée de mettre un gamin dans une voiture à l'âge de 8 ou 9 ans. Donc Non. c'est vrai que c'est marrant de savoir comment on peut arriver à rêver de ça très jeune. Donc Alors, toi, c'est... En fait, je pense que tout simplement, j'avais aussi des petits circuits polystyles. Je ne sais pas si tu vois ouais, ce que bien c'est. sûr. Des petits circuits où tu fais la course avec ta manette, là, Ouais, complètement. où tu t'amuses à déraper. Voilà. Et donc ça m'a toujours fait, ça m'a toujours plu. J'avais des voitures téléguidées à l'époque, puis après télécommandées. Ouais. J'ai eu des buggy même plus tardivement, des buggy en 8e. Par contre, c'est vrai que je n'ai pas eu la chance de pouvoir commencer très tôt. Ouais, on va en parler de ta carrière. J'ai pas pu commencer avec du karting comme on peut le faire un Verstappen ou un Alonso qui, à 6 ans, était déjà dans un Oui, karting. oui, oui. Ils étaient quasiment programmés pour devenir Ouais, des voilà, pilotes, quoi. parce qu'ils avaient soit des papas, enfin soit des parents préprogrammés ou Ouais, qui ont d'ailleurs par le passé fait une carrière de sportif. Mais bon, moi, ce que je dis, c'est que c'est pas très très grave puisque ça m'a pas empêché de faire ma carrière. Ouais. Carrière qui est d'ailleurs pas encore terminée. Donc j'ai fait avec ce que j'avais, Ouais, mes armes, et complètement, puis complètement. j'ai avancé et j'ai la chance d'en avoir fait une carrière par contre. Ce que je trouve formidable dans ton destin et dans ton parcours, c'est que tu sais, nous, la chaîne, le but de la chaîne, c'est de donner envie aux gens de se réaliser, d'avancer, de réaliser des projets, de devenir vraiment qui ils ont envie d'être. C'est que j'aime bien aussi ton parcours parce que tu n'es pas à la base prédestiné à ça. Tu es issu d'une famille de pharmaciens, tu me l'as dit. Et puis, on va y venir. Tu n'as pas nécessairement les moyens de démarrer, mais pourtant, tu vas y arriver. Mais avant qu'on en arrive là, j'ai une question à te poser. À partir de quel âge et quand tu t'es dit dans ta tête, tu t'es dit, OK, là, j'ai le déclic, c'est ça que je vais faire plus tard. J'ai toujours voulu être pilote automobile. Depuis l'âge de 5-6 ans, ça m'a toujours fait rêver et je me suis dit un jour je ferai ça, je ferai pilote. D'accord. Le problème c'est que tant que tu ne l'as que dans ta tête, tu ne sais pas si tu es apte et si tu es suffisamment performant pour le faire. Bien sûr. Donc il faut passer par la case de savoir si tu es capable ou pas, déjà se prouver à soi si on est capable ou pas de performer tout simplement. Mais auparavant, comme j'ai fait des études on va dire semi-longues, j'ai trouvé que la solution de faire copilote était une bonne solution pour apprendre pour vivre les choses à l'intérieur de la voiture. Donc j'ai commencé par la case en 93 par répondre à des petites annonces de pilotes qui cherchaient des copilotes. Et donc je me suis immergé dans la compétition à la place de droite pour découvrir ce qu'était que le sport automobile et en l'occurrence le rallye. Parce que ma spécialité va devenir le rallye bien sûr. et pas le circuit. Donc avant toute chose, ça a été ça. J'en ai fait pendant 4 ans. J'ai eu la chance de rencontrer de très bons pilotes, des pilotes comme par exemple Xavier Fressos, que personne ne connaît aujourd'hui, mais on a été quand même jusqu'en équipe de France Espoir, donc il y avait un très bon niveau de sa part. Ouais. Il avait une approche très professionnelle dans la préparation de sa voiture, préparation physique, préparation du rallye et de la compétition en général. Un très bon état d'esprit, je dirais, au niveau du mindset pour réussir. Et je pense qu'il me l'a inculqué aussi, qui fait que quand je me suis mis au volant, j'avais déjà des armes pour essayer de performer. Et par la suite, une fois que j'ai vu que je pouvais gagner, eh bien, je me suis dit, bah oui, c'est qu'il y a moyen de faire. Donc après, au fur et à mesure des compétitions, au fur et à mesure que tu montes, forcément, tu peux gagner au niveau régional, mais jamais gagner au niveau national. On va y venir parce qu'effectivement, tu as un parcours un peu singulier. C'est-à-dire que tu démarres, on va le dire, dis-moi si tu me corriges si je me trompe, mais tu démarres quasiment par le monde amateur, on va dire. Ah, je démarre par le monde amateur, et tu vas tellement performer que tu vas finir par accéder au monde professionnel. Oui, c'est tout à fait ça. Ce qui est un peu à l'image de... Alors, c'est rare, mais il y en a certains footballeurs comme ça qui démarrent dans le foot amateur, qui n'ont pas le cursus classique dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment l'école de karting, très jeune, etc. Mais tu y arrives. Ce que je trouve quand même assez formidable, et je le note, c'est que ton premier contact avec le sport auto, quelque part en dehors de ce que tu nous as raconté, tu réponds à une petite annonce d'un pilote qui cherche un copilote. Je trouve ça absolument dingue. C'est un magazine qui s'appelait Compte Tour. Incroyable. Et en fait, il y a une petite annonce, pilote cherche place de copilote pour le rallye de la... Je prends mon téléphone, je l'appelle. Donc il s'appelait Philippe Ginoux. Il a accepté que je monte, j'étais novice. Bon, il était à côté de chez lui, il connaissait les routes par cœur. J'ai balancé les notes comme j'ai pu, mais ça a plutôt fonctionné. Bon, malheureusement, on n'a pas pu transformer l'essai puisqu'on a abandonné sur un petit problème de batterie. Mais c'est en tout cas, ça a été mon pied à l'étrier. Et puis j'ai enchaîné en copilote, j'ai répondu à des petites annonces encore. Et les 8 premières
course, je n'ai pas terminé. Sur des Allez, problèmes 8 fois, t'es mécaniques, tombé en panne. sortie de route. Enfin, je passe et au bout de la 8e, je me suis dit, alors c'est la 8e qu'on a terminé. Je me suis dit, c'est ça le sport automobile? Ça fait l'air si simple. Manu, je rebondis sur ce que tu me dis. On a tous dans un coin, enfin beaucoup, dans un coin de sa tête, un peu le fantasme, piloter et tout ça. Mais monter en tant que passager, enfin moi à titre perso, je détesterais ça. J'ai pas le contrôle en fait. Tu veux dire, quand tu montes avec les mecs, tu les connais ni d'Ève ni d'Adam, et tu sais pas, enfin tu y vas comme ça quoi. Ouais. Pourtant, tu as été moniteur de ton école, il me semble. Oui, complètement. Oui, mais le contrôle, j'avais les doubles commandes. C'est pas faux. Oui, en fait, j'étais très motivé. J'étais tellement motivé que t'étais prêt à tout. Peu importe, de toute façon, il n'y a pas 40 solutions. Soit tu es mécano, je ne l'étais pas, soit tu es au volant, je n'avais pas les moyens, soit tu es copilote. Donc j'ai trouvé cette alternative pour commencer à apprendre le milieu. Voilà, c'est comme ça. Pour conclure cette partie sur l'enfance, on a parlé un petit peu de ton milieu familial et tout ça. Ça a introduit la chronique qui va arriver juste après. Est-ce que tu accepterais de nous partager comme ça, on a parlé un peu de ton enfance, si tu as un bon souvenir, un souvenir qui te revient et que tu as envie de nous partager sur quelque chose qui symboliserait un peu ton enfance, est-ce que tu veux bien nous partager ça? On pourrait dire ton meilleur souvenir d'enfance comme ça là qui te revient. Alors mon meilleur souvenir d'enfance, on va dire que c'est, je pense que c'est les moments partagés avec mes frères. Notamment avec les courses de vélo que l'on faisait, on habitait à la campagne, on faisait des parcours. Et j'avais une dame aussi qui me gardait, c'était un super souvenir et je pense que ça peut venir de là aussi, cette passion pour l'automobile ou tout le monde pour conduire. Et il nous faisait des petits parcours dans sa cour. Il y avait, en fait, elle balayait le gravier et là où c'était balayé, ça faisait un circuit. D'accord. Voilà. Donc on avait des voitures à pédales et on faisait une course. Et on faisait une course. Voilà. Donc je pense que ça fait partie de mes excellents souvenirs. Donc des moments simples en famille avec tes frères, mais quand même à faire la course. On le note. Oui, j'ai toujours aimé faire la course. En fait, j'ai pas tout aimé faire la course, mais j'ai aimé gagner. J'aime toujours gagner. Attends, et la question que tout le monde se pose, tu gagnes ou pas? Est-ce qu'ils t'ont battu? Ils te surveillent, hein, attention. Oui. Ils ont le droit de répondre. Non, mais ils peuvent avoir gagné. Je ne me rappelle plus. On va passer à des moments que moi j'adore et que tu vas adorer aussi. Ce sont des petites chroniques, donc qui sont des petites respirations en interview, des moments un peu cocasses où je te pose des questions plus drôles, plus sympas. La première chronique, ça s'appelle le plus et le moins. C'est pour ça que je t'ai demandé ton meilleur souvenir, le plus beau souvenir de ton enfance. Je vais te poser une dizaine de questions. Le plus, le moins, tu dois répondre du tac au tac, sans réfléchir. Et évidemment, avec le cœur. Bien sûr. Ouais, allez, on y va. Insider. Manu, le plus grand moment de ta carrière? Le plus grand moment de ma carrière, c'est peut-être le titre de champion de France avec Alpine en 2020, sur une Alpine à 110 RGT. L'année d'avant, 2 ans avant, en 2019, on avait développé. Donc, avoir la chance de s'engager sur une course une voiture qu'on a développée, je trouve que c'est plutôt sympa. Le moins bon moment de ta carrière? Le plus mauvais souvenir? Alors, il y en a plusieurs, et c'est plutôt des courses que je n'ai pas gagnées et que j'aurais plutôt dû gagner. Je me suis fait déclasser d'un championnat, d'une course, qui m'a fait perdre le championnat en 2001, alors que j'aurais, on va dire, course gagnée. Bon, c'était une erreur d'un mécano. Et la deuxième fois, c'était en 2003. Je me battais contre les voitures officielles. J'étais privé sur une Clio Super 1600 et malheureusement, la course était quasiment gagnée et puis j'ai crevé dans la dernière spéciale. Et je dois dire que quand tu es pilote privé, que tu es devant les voitures officielles et que malheureusement tu ne gagnes pas, sur un fait de course comme celui-ci, à quelques kilomètres de l'arrivée, ça a été une belle déception. Mais ça m'a fait rebondir en fait. La personne qui t'a le plus aidé dans ta carrière? Alors elles sont nombreuses, vraiment nombreuses. Tout le monde s'est beaucoup investi derrière moi. Ça m'a beaucoup aidé, à la fois des amis m'ont aidé, à la fois des partenaires m'ont aidé, des partenaires qui sont devenus amis, ma famille aussi, et notamment mon oncle, qui au départ, c'est le plus difficile de démarrer. Une fois que c'était lancé, ma première course était avec sa voiture, donc on va dire que ça m'a mis le pied à l'étrier. Sur mes premières années, il n'était pas loin. Et puis, j'ai des partenaires emblématiques, comme un certain Jean-Luc, qui m'a beaucoup aidé financièrement à travers sa société. Et ça a vraiment été un tremplin pour passer un cap entre l'amateurisme et le professionnalisme. L'adversaire le moins facile à battre? Alors, c'est étonnant parce que ce week-end, j'étais au Rallye du Var. C'est donc pour moi celui avec lequel j'ai guerroyé pendant presque 17 ans. C'est Cédric Robert qui a été le plus difficile, on va dire, à battre, qui pour moi a été un top pilote. Il a quand même fait équipe, il était pilote officiel Peugeot, il a fait équipe avec Marcus Grönholm
sur les 307 WRC, il a roulé en mondial, s'est donc croisé pendant 17 ans et sur différentes voitures, pas toujours de la même marque, mais en tout cas dans la même catégorie. On s'est battu régulièrement et je dois dire que ça a été un des plus coriaces adversaires pour moi pendant longtemps et c'est celui qui m'a fait énormément progresser parce que pour être devant lui, il fallait s'y employer. Il fallait être bon. Oui, allez, dédicace à Cédric. Ta plus grande qualité dans la vie en général, et pas d'humilité. Ma plus grande qualité, je dirais peut-être le perfectionnisme et jusqu'au boutiste. Je lâche jamais rien. Et ton défaut le moins supportable? C'est presque le même, parce que c'est pénible d'être perfectionniste pour l'entourage. Le truc le plus fou que tu aies fait dans ta vie? Le plus fou, alors maintenant il y a prescription, puisque je suis aussi, en dehors d'être pilote, je suis chef d'entreprise, mais il y a une période où j'étais pas trop en cours. Alors j'avais tous mes cours, je les recoupillais tous. Mais quand j'étais étudiant, on va dire que j'ai sauté quand même de nombreux cours pour aller faire de la compétition et pour être soit en copilote, soit au volant, et donc pour enchaîner les épreuves. Malheureusement, on va dire que je n'ai pas toujours été très assidu sur mes études. Ok, donc quelque part d'avoir balancé un peu tes études pour ta passion. Ok. Ah oui, balancer mes études pour ma passion, mais franchement, ça ne me passionnait pas du tout. J'ai fait ce qu'il fallait faire pour pouvoir gérer, on va dire, une carrière, car j'ai fait des études de gestion et de finance, donc ça m'a quand même énormément appris dans la gestion des budgets, dans la gestion d'une saison et dans la continuité et dans l'abnégation, on va dire. Mais peut-être que c'est ce point-là. Ton plaisir le moins avouable, mais tu assumes quand même. Ça peut être de la bouffe, la musique. On va pas mettre le premier. Putain, non, moi je le veux maintenant que tu as dit ça. Je pense que j'aime bien le chocolat. Je pense que c'est peut-être mon péché mignon. Et quand je vois, j'ai vu une interview de Djokovic qui disait que quand il avait gagné, je crois, Wimbledon, qu'il s'était assuré de manger un carré de chocolat. Je crois que je ne suis pas à son niveau. Ah, c'est pas possible pour toi. Non, c'est pas possible. Donc le chocolat. Manu, la dernière question, le plus gros carton que tu as pris en voiture? Alors, il était pas mal celui-là. Je crois que c'était en 2021. J'en ai pris quelques-uns, pas beaucoup. Mais malheureusement, quand tu vas vite, je pense que tu es soumis à faire de temps en temps des petites erreurs. Même les plus grands pilotes en ont fait. Je crois que c'était en 2020, c'était à Rallye d'Ypres, lors du shakedown, donc séance d'essai, où j'ai eu un petit problème de frein et on a fait une sortie de route à 183 km/h, donc ça a tourné un moment. Ah vache. Donc 183 km/h dans le mixeur. T'as fini comment? La voiture explosée, non? Alors la voiture était explosée, mais par contre, honnêtement, j'ai pas eu une courbature. Incroyable. Incroyable. Donc tout a fonctionné Incroyable, pas une en termes de courbature. sécurité. Ouais. Et tu étais avec un copilote, il a eu peur Le copilote, on n'a pas eu le temps d'avoir vraiment peur parce que ça s'est vraiment enchaîné. La voiture est partie à gauche, à droite, et puis après on est parti en tonneau sur des bonnes dizaines de mètres. On en a terminé pour cette première chronique. On va attaquer la période 2 du portrait, ce que j'ai appelé moi une carrière hors norme. Alors, j'ai fait ma petite enquête, donc j'ai été chercher un petit peu de manière chronologique l'évolution de ta carrière. Le but n'est pas de présenter en détail étape par étape, parce que tu as une carrière qui est extraordinaire et très très longue, mais de regrouper un peu en période. Tu débutes ta carrière en 1997 sur une Peugeot 205 en rallye. Est-ce que c'est ça? Et est-ce que tu peux nous parler, quoi qu'il en soit, de tes débuts? Alors, mes débuts en compétition, c'est un petit peu avant. En 96, mon oncle me prête sa voiture, prête une 205 GTI, et je finis deuxième de classe. Voilà, c'est en 96. D'accord. Après, pardon, ta 205 GTI, elle est préparée? Elle est préparée. D'accord, donc elle est quand même... oui, elle était préparée, c'était prêt c'était le rallye des Monts du Vaucluse, et on fait deuxième de classe. C'était un bon début, vraiment c'était un bon début pour voilà. Après, j'ai débuté avec ma propre voiture, par contre, en 97, puisque j'achète une voiture d'origine, une 205 rallye, que je prépare avec un ami, Alain. La voiture ne démarrait même pas, elle avait 195 000 km. Donc on refait le moteur, on met les éléments de sécurité, je prépare ma petite voiture, je me suis improvisé mécano pour monter ma petite auto. Et d'ailleurs, mes premières voitures, c'est moi qui les ai montées. Donc ça m'a permis de me forger de bonnes connaissances mécaniques. C'est crucial, je dirais. Il ne suffit pas de piloter. Pour faire une carrière et pour faire un pilote, il ne suffit pas d'être bon derrière le volant. Pour appréhender la bête un peu, mettre les mains il faut appréhender la bête, mais bon, il y a d'autres paramètres, je pense que tu les aborderas plus tard. Alors, c'est en 2003 que tu signes chez Renault, d'après ce que j'ai trouvé comme info. Comment ça se passe? Comment tu rencontres Renault? Comment ils viennent te voir? Et surtout, qu'est-ce que ça change dans ta vie de pilote? Et c'est là qu'on va parler justement de cette difficulté pour des pilotes de talent d'accéder au monde professionnel. Alors, auparavant, pour être sûr que je me consacre, on va dire, au sport automobile, parce qu'en fait, il y a un élément charnière. Il y a une première année déjà en 99 où je gagne une formule de promotion, la Coupe 106, qui était, on va dire, une valeur sûre. Tout le monde a la même voiture, on est une quarantaine de pilotes, et au niveau national, j'ai gagné. Peugeot m'a donné une voiture, et ça a été déjà un déclenchement pour dire oui, je sais rouler vite.
on va dire. D'accord. Donc déjà, j'avais une petite, je connaissais un petit potentiel, voilà, de vitesse, de pointe en tout cas. Oui. Après, la deuxième chose, c'est fin 2002, en fait, travailler. Je fais de la gestion et la finance d'un groupe de garage Ouais. pendant 5 ans, de 97 à 2002. D'accord. Et j'ai démissionné fin Donc 2002. tu bossais en plus Et je bossais en parallèle, de ta oui. passion. Voilà, Oui, c'est oui, ça. bah, en plus de ma passion, j'étais pilote amateur. Hein. Ouais, ouais. Et je décide fin 2002 de stopper cette activité. Je démissionne D'accord. et je décide de me consacrer au sport automobile parce que je pensais que pour réussir, il fallait Il vraiment fallait que tu t'y mettes à temps plein. être focus sans savoir si on allait réussir ou pas. Mais 2002 a été vraiment une année charnière. Et pour compenser, on va dire, et pour trouver des solutions pour vivre quand même, parce Oui, que j'en vivais bien pas, sûr, bien sûr. en fait, j'ai un ami, Yann, qui m'a permis de travailler chez lui, qui était agriculteur. Oui. Et en fait, je bossais chez lui quand il avait besoin de moi ou quand j'avais besoin de travailler. Donc attends, c'est énorme. Tu allais bosser au champ Oui. en plus de ta passion. Oui. Pour pouvoir. Oui, parce que pour ça pouvoir, voilà. Mais bon, il était passionné de sport auto, voilà. donne- On c'est a quand même trouvé. énorme. C'est quand même, enfin voilà, un exemple pour beaucoup d'entre nous. Ah, Voilà, bah, oui. Après, c'était quand, pas. quand on a une passion, tu t'es vraiment donné les moyens. Voilà. Et donc, cette année a été charnière et elle était cumulée avec aujourd'hui un ami et un partenaire, en l'occurrence Jean-Luc, qui m'a permis de décrocher un budget important à l'époque sur les magasins qui s'appelaient Hyper Champion, qui m'ont permis de décrocher un budget important, Oui. de faire une année en 2003 qui était vraiment une année importante puisque j'étais pilote privé sur une Clio Super 1600. Et la catégorie Super 1600 était là où, en France, l'ensemble des pilotes, les Oui. meilleurs pilotes étaient rassemblés. D'accord. Et cette année-là, en 2003, j'ai pu, par moment, être devant, voire gagner. Donc ça m'a vraiment rassuré sur ma valeur. Oui. Ça a fait éclater un petit peu ma valeur Aux yeux de Renault, aux yeux de notamment. Renault aussi. Et donc c'est la raison pour laquelle, en 2004, j'ai intégré le Team Oreca D'accord. pour là où était entretenu et Ouais. exploiter les voitures, les Clio Super 1600 Clio. pour remplacer de temps en temps, j'étais semi-privé, et remplacer de temps en temps les pilotes comme Simon Jean-Joseph ou Nicolas D'accord. Bernardi qui étaient pilotes Ok. officiels. Oui. Voilà. Ok. Donc ça a vraiment été le déclenchement, associé à une personne qui à l'époque était responsable de la compétition client, qui était mon ingénieur d'exploitation en 2003, qui s'appelait Lionel Hansen, Ok. qui m'a vraiment récupéré, qui est monté avec moi sur une séance d'essai et qui a dû voir en moi un certain potentiel. Et cette personne-là m'a vraiment propulsé, on va dire, au sein de Renault. Et parallèlement à ça, Oui. j'ai toujours fait en fait du sport, mais aussi de la communication. Et ça a été une des clés où j'ai toujours été intégré à des opérations marketing, des opérations de communication au sein du groupe Renault. Et c'est ce qui m'a permis de faire la carrière que j'ai faite à la fois avec la double casquette, Oui. marketing et pilote. C'est entre 2006 et 2017 que vraiment ta carrière elle va prendre un envol. C'est en catégorie en 2 roues motrices sur Clio et Twingo. C'est là où tu vas empiler les titres de champion de France et tu deviens en quelque sorte la référence de la catégorie. Quel souvenir tu gardes de ce moment de ta carrière? Parce que tu as fait preuve d'une très grande régularité. Alors tout simplement, on a toujours essayé de préparer au maximum toutes les épreuves parce que quand tu roules en 2 roues motrices, déjà par rapport à des 4 roues motrices, Oui. Il te manque 2 roues. Oui, Donc bien forcément, il faut essayer d'être T'adaptes super ton pilotage. perfo. Eh oui, ouais. Alors tu adaptes le pilotage, mais surtout il faut essayer d'être très perfo et de ne pas se concentrer uniquement sur son pilotage. Certes, il y a le pilotage, Ouais. mais il y a toute la préparation, toute la science, je dirais, de la compétition et de la science de la course. Et c'est très important cette science de la course parce qu'en fait, comme je l'ai déjà dit, être vite ne suffit pas. Ouais. Il faut aussi amener une intelligence de course que j'ai beaucoup partagé avec mes copilotes. Tu parles d'intelligence de course, c'est quoi? C'est repérer les Alors, étapes, il y a savoir à quel endroit tu peux gagner les du temps. reconnaissances, mais il y a aussi la stratégie de course, les réglages, Ouais, les essais, ouais. les choix pneumatiques, Les choix à de quel pneus, moment tu quelle les mets, quantité d'essence t'embarques, tout ça? les quantités d'essence, enfin vraiment pour être le plus performant partout, Ouais. mais pas que derrière le volant. Pour moi, il y a peut-être une dizaine de paramètres. Ouais. Il n'y a pas qu'un paramètre que d'aller Ouais. vite. Ouais. Parce que si tu ne sais pas régler ta voiture, tu ne vas pas vite. Si Ouais, tu n'as ouais, pas de bonne note, tu ne vas pas vite. Ouais. Si tu n'as pas une bonne équipe d'ouvreurs, tu ne vas pas vite. Si tu n'as pas un bon copilote, tu ne vas pas vite. Si tu n'as pas une bonne équipe de mécanos, Ouais. tu ne vas pas vite. Tu ne vas pas assez vite. Bien sûr. Qu'en fait, cette régularité, c'est un ensemble de paramètres. Bon, en tout cas, tu t'affirmes vraiment comme la référence à ce moment-là. C'est 2019-2022 que ton histoire avec Alpine va commencer. Oui. Donc, tu passes de Renault à Alpine. Mhm. Pourquoi, déjà? Parce que tu étais bien chez Renault, ambassadeur, Alors, ça gagne. J'étais bien. Après, il y a des virages qui sont importants. C'est vrai que dans la gamme Renault, à l'époque, en compétition, il y avait donc cette Clio 4 R3T, avec laquelle on a pas mal performé. Mais au bout de la 4e année, c'est vrai que je ne savais plus trop que faire de plus. Ouais. Puisque déjà, la dernière année avec la Clio,
On était déjà en championnat du monde. Ouais. Et donc, il fallait. Moi, j'ai besoin de challenge, en fait. Si j'ai pas de challenge, je m'ennuie assez rapidement. Ouais. Donc, j'ai eu la chance qu'on soit venu me chercher pour développer l'Alpine A110 RGT. Ça, c'était donc en 2019 avec l'équipe Signatec qui aujourd'hui performe en WEC dans la catégorie LMDH. C'est eux qui font rouler l'Alpine donc aux 24 heures du Mans. En fait, on a fait un petit repas à 3 avec Philippe Sinault, avec Jean-Pascal Doss, qui lui était responsable de l'ingénierie chez Alpine et très passionné par le monde Alpine, et moi-même. Et en fait, à 3, chacun de nous ne pouvions pas dire on va mettre l'Alpine A110 en rallye. Par contre, à 3, on a pu le faire. D'accord. Voilà. Ouais, c'est on va dire un alignement des planètes. Un alignement des planètes et surtout l'ensemble, l'union a fait la force. Et en fait, on a pu, on va dire, Signatec a développé la voiture. Ouais. J'étais au volant pour développer la voiture. Oui, il faut le dire, ajuster la voiture. Tu as beaucoup contribué au développement de cette voiture. Oui, complètement. Et orchestré par Jean-Pascal Doss et l'ensemble des trois a fait qu'on a développé donc en 2019. Et qu'ensuite, on l'a engagé en 2020 en course pour être titré champion de France. Donc ça, c'est... C'est en 2022 que tu deviens vice-champion du monde, si je me trompe, tu me dis. Oui, c'est ça. Sur l'Alpine. En 2022, en 2021 et 2022. Voilà, on a fait 2 fois 2. 2 fois de suite vice-champion du monde. Alors, au-delà de dire la joie que ça a dû te procurer, est-ce que tu considères, toi, à ce jour, que c'est vraiment le summum de ta carrière? Parce que tu avais beaucoup performé sur le plan national. Là, tu franchis un cap. Tu t'affirmes comme une des références mondiales. En fait, c'est pas franchement un cap, c'est que j'avais envie de sortir du territoire national. Oui. J'avais fait entre 15 et 20 fois chacune des épreuves au niveau national. Et j'avais vraiment envie de me donner un challenge supplémentaire pour continuer à performer. Moi, comme je te l'ai dit, j'ai vraiment besoin de challenge. Si j'ai pas de challenge, je m'ennuie. Et comment tu vis ces titres-là? Est-ce que tu es déçu de ne pas être champion du monde? Je te connais, j'ai une idée de la réponse. Déçu, oui, mais... on est forcément déçu. Mais un ami m'approche, m'a dit, de toute façon... Bon, tu as fait le maximum. Oui, j'ai fait le maximum. Il n'y a pas de regret à avoir, quoi. Non, j'ai aucun regret. Okay. La fierté est plus dans la longévité de ma carrière et la proximité avec un constructeur et ce travail de longue haleine avec le constructeur. Je pense que c'est plus ma fierté que les titres en eux-mêmes. Les titres ont découlé de ce que j'ai fait avec l'ensemble de mes équipes. Mais ma fierté, elle est plutôt dans la longueur et ça a vraiment été une vraie volonté de ne pas de rester dans le giron, dans le groupe Renault. On va parler d'un dossier un peu plus personnel, là. Je vais te prendre un peu à témoin. Personne ne nous regarde, là. Un vice-champion du monde, ça gagne ou quoi? Non, alors, il faut que tu nous dises, là. Ça gagne ou pas? Alors, c'est pas parce que tu es champion, enfin, tu es vice-champion que tu gagnes de l'argent. Non, sérieux? Non, sérieux. Je suis déçu. À ce niveau-là, les titres, en fait, tu peux gagner une épreuve. En fait, tu prends rien du tout. Mais t'as pas une prime? Non. Non, c'est pas possible. Tu n'as pas de prime. Pas de prime. Zéro. En rallye en général, parce que il y a des sports auto où tu gagnes de l'argent. Tu n'as pas de prime. Tu peux gagner ta catégorie, tu prends pas de prime. Tu fais vice-champion du monde, tu n'as pas de prime. Mais les mecs, ils courent après quoi? Pour la gloire, mais d'accord, mais comme de nombreux, on va dire, de nombreux sportifs, on va dire qu'on ne fait pas ça pour la gloire, mais presque. Après, c'est plus les partenaires et sponsors qui permettent de gagner sa vie. Ouais, tu as des retombées derrière qui font que... C'est plus comme ça qu'il faut le voir. Mais les titres n'apportent pas grand-chose. On va passer à une deuxième chronique. C'est ma chronique préférée. Et pour avoir quelques commentaires sous les vidéos, c'est la chronique préférée des abonnés, des internautes. C'est la rubrique du A ou du B. Je vais te poser une dizaine de questions et je vais te donner 2 choix possibles. Le choix numéro A ou le choix numéro B. Tu n'as pas le droit de te défiler. Tu as droit à un joker, parce qu'à force, tous les invités me demandent un joker, mais pas plus. T'es prêt, Manu? Yes. Allez, on y va. Manu, fromage ou dessert ou fromage et dessert? On commence très fort. Les deux? Manu, rallye ou circuit? Alors, rallye, définitivement. C'est un bon pilote de rallye, ça fait un bon pilote de circuit ou pas? Ce sont vraiment 2 disciplines différentes. J'ai, en 2023, essayé le circuit. Ce sont vraiment 2 disciplines différentes et on le voit avec de top pilotes comme Sébastien Loeb ou Sébastien Ogier qui ont 9 titres quand même de champion du monde. Ils se sont essayés à la Formule 1. Ils se sont essayés au circuit. Compliqué. Et c'est pas là où ils ont le plus performé. Manu, Verstappen ou Hamilton? Verstappen. J'aime bien son état d'esprit. La question la plus importante des abonnés, je te préviens. Manu, OM ou PSG? Je suis un sudiste, l'OM. Oh putain. Manu, Fabio Quartararo ou Johan Zarco? C'est franchement assez difficile parce que
Comment ça se défilait? J'aime bien l'abnégation d'un Johan Zarco. Ok. On va dire Zarco. Allez, Zarco. Gagner une course facile ou perdre une course extraordinaire? Gagner. Je le savais. Il n'y a jamais des courses faciles. Il n'y en a pas une de facile. Parce que même quand c'est facile, en fait, c'est difficile parce que c'est facile. Ok, Là, je vous ai perdu. chacun comprendra. On va parler musique. Ouais. Michael Jackson ou Justin Bieber? Michael. Champion du monde de F1 ou champion du monde de WRC? Un WRC sans hésiter. Sans hésiter. Sébastien Loeb ou Sébastien Ogier? Sébastien Ogier. J'hésite pas. Putain, il n'y a pas une once d'hésitation. La plus dure des dures. Et si tu n'utilises pas ton joker, je te jure que tu rentres dans l'histoire de l'insider. Dernière question qui tue. Si tu mets de côté ton humilité légendaire, toutes les précautions d'usage, on aime tout le monde sur l'insider, il n'y a pas de problème, on clash pas. Je te mets en face de Sébastien Loeb. Tu gagnes ou pas? Tu dois répondre. En fait, tout dépend l'ustensile que j'aurai dans les mains. C'est un quasi-joker, ça, que tu m'as utilisé. Tu ne m'as pas parlé de voiture. Ah, c'est vrai. Avant qu'on conclue cette... je viens de te mettre en difficulté avec la question sur Sébastien Loeb. Tu les as croisés? Oui. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, pour l'insider? Je parle, tu Alors, les as croisés en fait, sur oui, les circuits. Je les ai croisés en rallye. En fait, j'ai croisé Sébastien Loeb qui lui roulait avec une Super C100 et moi je roulais en Clio R3. C'était en 2008, c'était le rallye du Var. On n'avait pas la même niveau de voiture, mais on était presque, c'était des deux roues motrices les deux. Bon, il était un petit peu devant moi, mais il y avait une vraie différence de voiture. Après, j'ai eu un petit problème mécanique. Mais je me rappelle sur une spéciale de 30 km, qui était la spéciale de Roquebrune, où je fais un temps pas très loin derrière lui. Il vient vers moi, il me dit mais ça marche une Clio? Il me fait. Et dans ma tête, je me suis quand même employé, puis il n'y a pas que la voiture qui marche. Et j'ai croisé aussi Sébastien Ogier, et là, pour le coup, on était dans la même catégorie. C'était en 2010, c'était le rallye du Var. Citroën lançait sa DS3 R3T, et de mon côté, je roulais avec une Clio R3 Maxi de 150 chevaux, donc même catégorie. Et il avait un petit avantage parce que lui venait du WRC et en fait il faisait de façon systématique partir devant, c'est-à-dire que reclasser devant. Et c'était une année où malheureusement il neigeait. Si bien que lui avait 2-3 flocons, mais moi je roulais sur un petit peu de neige. Une petite pellicule, ouais. Une petite pellicule de neige dans certaines spéciales. Malgré tout, à une spéciale de l'arrivée, je suis devant lui. D'accord. J'ai 17 secondes d'avance sur lui, il me reste 29 km à faire, la dernière spéciale de Colobrières. Alors c'était pas course gagnée, parce qu'il n'y a jamais une course de gagnée, mais en fait malheureusement sur les 4 premiers kilomètres je crève sans rien toucher, et je lui laisse la victoire. Et malheureusement, bon ça c'est une petite déception on va dire, mais bon, ça n'a pas modifié vraiment ma carrière. Par contre clairement on s'était tiré vraiment une belle bourre. Et quand je vois la carrière qu'il a faite après, c'est plutôt sympa de se tirer la bourre avec ce Seb-là. On allait parler justement de ton actualité, c'est la troisième partie de l'interview. On va parler de ton actualité, mais on va essayer d'évoquer un petit peu le futur et tes projets. Tu cours toujours aujourd'hui, tu as 53 ans. Oui. Voilà. C'est quoi qui te fait courir, Manu? Je veux dire, tu as été de nombreuses fois champion de France, vice-champion du monde. Personne dans le milieu automobile peut dire que Manu Guigou, c'est pas un très grand pilote. Et pourtant, tu vas encore te la frotter les week-ends à droite, à gauche. Qu'est-ce qui te fait courir? Avant toute chose, c'est le défi. C'est-à-dire, j'aime relever les défis et j'aime gagner. Donc, les deux cumulés font que je continue à courir. Après, il y a une chose aussi que j'aime beaucoup faire, c'est être ambassadeur pour une marque, en l'occurrence Alpine. La marque Alpine. La marque Alpine. Je dois dire que cette relation que j'ai à la fois avec le réseau Alpine, tous les Alpine Store en France et même à l'étranger, ainsi que les clients, les particuliers que je rencontre dans les Alpine Store, sur les circuits, dans les clubs, avec tous ces passionnés, on a un seul et même discours, on a une seule et même passion, qui est la passion de l'automobile, du sport automobile. Et ça, c'est vraiment génial de pouvoir le partager. Bien sûr. Oui, mais tu pourrais te contenter d'un rôle d'ambassadeur, voilà, tu restes une belle carte de visite, une belle vitrine pour la marque. Mais l'un fait vivre l'autre. Mais tu continues d'être, et puis tu fais des résultats. C'est quoi tes derniers résultats Alors cette année, en 2025, on a roulé avec une Alpine A290, nouveau modèle électrique d'Alpine, dans une compétition FIA, donc internationale, championnat du monde, qui est l'Eco Rally Cup. En fait, on a roulé dans différents pays,
On a roulé en Slovénie, on a roulé En Écosse, il me semble aussi. on a non roulé en Ouais. Écosse, bien sûr en France pour le Monte Carlo, Oui. on a roulé au Portugal, en Espagne, en Italie. Et en fait, ce qui m'a amusé, alors c'est de la régularité, c'est pas de la vitesse, mais D'accord. dans tous les cas de figure, ce qui m'a plu, c'est de performer. J'ai un excellent copilote à côté qui est Émilien Leborgne, D'accord. qui m'a énormément apporté. Dédicace. Voilà, il faut quand même dire qu'effectivement, on parle beaucoup du pilote, mais il y a quand même Ouais, le rôle du copilote. le rôle du copilote, le rôle de l'équipe, le rôle des ingénieurs, le Mm. rôle des partenaires. Certes, il y a le pilote, Ouais. quel que soit le pilote, que ce soit Sébastien Ogier, que ce soit Quartararo, en fait, il y a toute une équipe derrière. Ouais, Et bien aujourd'hui, on est peut-être le dernier maillon, c'est nous qui sommes la vitrine, mais il faut sûr. voir Il y que a derrière, du ça boulot bosse. derrière, bien sûr. Et sans eux, on fait rien, il ne Bien faut sûr, pas bien rêver. sûr. Ça donne quoi en termes de résultats là? Vous êtes Donc, on a gagné notre catégorie, on a performé avec l'Alpine A290. D'accord. Donc, on va dire que contrat rempli pour cette année. Oui, oui. Là, je fais un petit bonus d'ailleurs en fin d'année où je vais rouler avec l'Alpine A290 Rally, qui est D'accord. donc un modèle électrique, la Ok. dernière année de la compétition Alpine Racing. Ok. Je vais faire le Seven Race Track D'accord. au pôle mécanique. Ok. Ouais. Donc en compétition, casque sur la tête et une vraie course Ouais, ouais. de vitesse là. D'accord. Ça, je suis Sur plutôt électrique. content. En électrique. Ouais. Et tu arrives à prendre plaisir sur l'électrique. Alors, honnêtement, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait Pour qu'il y ait l'ivresse. l'ivresse. Non, mais franchement, moi, je roule Ah ouais. comme on peut le voir là, avec une moderne, une Alpine 110 moderne. Ouais. À côté, on voit une berlinette Oui, c'est vrai qu'on de a 73, un décor une fabuleux. 1800 groupe 4. Donc, j'ai roulé avec elle l'année dernière, avec une Alpine A290 en électrique. Honnêtement, je Ouais. prends plaisir à faire de la compétition et à être engagé et à être D'accord. au départ d'une compétition. Il n'y a pas quand même une petite peur de ce qu'il va y avoir après? Parce que ta Alors, carrière, moi- ta passion, c'est le pilotage. Est-ce que, moi c'est une question, alors je Ouais. rentre dans la psychologie, mais est-ce que il n'y a pas quelque part quelque chose, une partie de toi qui dit je repousse un peu ma fin de carrière tant que je peux encore? Alors, tant qu'on peut, j'ai un partenaire il y a quelques années qui m'a dit Manu, le jour où ça va s'arrêter, ça va vraiment s'arrêter. Donc, accroche-toi, il faut que ça dure. Et en fait, je l'ai écouté. C'était un ami et qui a été partenaire longtemps. Ouais. Et en fait, clairement, je m'y accroche parce que c'est un peu vrai. J'ai envie de continuer à performer. Alors, peut-être que je ne suis pas aussi performant qu'avant, c'est possible, mais je compense peut-être par l'expérience aussi. Ouais. Le après ne me fait absolument pas peur puisque parallèlement à ça, et depuis de nombreuses années, j'ai préparé ma retraite On va en parler. sportive, Bien sûr. puisque je suis aussi chef d'entreprise Oui, depuis oui. de nombreuses années. Eh ben, la transition est parfaite. Tu veux bien nous parler de RRS, la société donc, que tu diriges, exactement. qui est très connue des amoureux du rallye d'ailleurs. Voilà. Effectivement, aujourd'hui, je suis copatron, puisque Bien j'ai sûr. un associé avec Jean-Luc Autury. Petite dédicace à Jean-Luc aussi. Voilà, petite dédicace à mon associé. Donc, je suis associé dans une société qui s'appelle RRS. Oui. Fabricons du matériel pour la compétition automobile, Oui. à la fois pour le circuit, mais aussi pour le rallye. En France, pour le particulier, essentiellement. Oui. Et quelques teams quand même avec lesquels tu travailles, On notamment a des sur les teams équipements combi. et on est fait 65% aujourd'hui à l'export Ouais. pour du B2B. Donc, on a à peu près 200 distributeurs partout dans le monde. Donc, ça m'occupe bien. Je m'occupe de tout ce qui est développement produit pour pouvoir utiliser ces produits-là, les avoir développés et continuer. Ce week-end, je roule avec mes équipements. Ça me permet de continuer à les faire progresser, à les faire évoluer pour l'ensemble des pilotes et copilotes et autres personnes qui font de leur passion des track days et autres, on va dire. Sûr. J'ai déjà enclenché l'après et depuis longtemps. Oui. Par contre, je fais tout pour que ça dure un peu. Ouais. Voilà. Parce que c'est avant tout ma passion et plaisir. Et c'est un Bien plaisir. sûr, Comme tu le dis, c'est un plaisir. Moi, le matin, je me lève, j'ai pas l'impression d'aller travailler. Que ce soit pour RS, que ce soit pour Alpine. Je vis ma passion et voilà, je suis heureux comme ça. Donc c'est cette quête du plaisir, continuer à prendre ce plaisir fou que tu prends à conduire. J'ai deux dernières questions pour conclure cette partie-là. La première, c'est ton futur, tu le vois comment? Si tu te projettes là dans les 10-15 prochaines années? Je trouve que l'équilibre aujourd'hui que j'ai trouvé à la fois avec le côté ambassadeur pour une marque et pour la marque Alpine et ma société RRS, je trouve que l'équilibre est vraiment plutôt sympa. D'accord. J'y prends vraiment plaisir de passer d'une casquette à l'autre casquette, avec un peu de compétition aussi. Je trouve que l'équilibre est plutôt sympa. Voilà. Si je peux continuer sur les 10 prochaines années comme ça me va très bien. Ok. On va encore bouffer du Manu Guigou. Après, il y a une chose aussi, j'aime bien passer le relais. Alors, de temps en temps, je file des petits coups de main, on va dire, à des pilotes, à la fois, surtout sur des conseils. Ouais. Parce que
parce que c'est quand même sympa de pouvoir aider des jeunes. Ouais. Quand les jeunes sont à l'écoute. Si je peux passer mon relais et mon expérience, tu le passer fais, le relais tu le fais et avec passer plaisir. l'expérience, je le fais avec D'accord. plaisir. Voilà. Là, comme ça, toi, avec ton œil d'expert, t'as un pilote comme ça qui t'a tapé dans l'œil, un jeune là que tu suis, peu importe le domaine, en rallye, en circuit, en F1, est-ce que on l'attend un peu quand même le futur? On a eu des très grands champions. Je me pose souvent la question sur les jeunes là. Il y a une vraie hype autour de la MotoGP. Avec, on en a parlé, tout à fait. Quartararo et Zarco. Mais en pilotage, est-ce que tu as comme ça quelqu'un qui te plaît, dont tu aimerais parler? En F1, alors je ne le connais pas spécialement, Ouais. mais Adjar roule très Ouais, vite. ouais. À mon avis. Tu penses qu'il a un potentiel À mon avis, c'est un super bon. Ah ouais? Ah ouais. Exclu. Hein. Ouais. Tu crois que ça peut Ouais. faire un champion du monde un jour? S'il a la chance d'avoir les bonnes opportunités de voiture, parce qu'à ce niveau-là, il faut impérativement avoir la bonne voiture, Ouais, surtout bien en sûr. Formule 1. Bah oui, oui. En rallye, tu peux te permettre d'arriver à compenser un petit peu. En Formule 1, l'écart est trop important. En Formule 1, l'écart avec une voiture, les écarts sont tellement infimes que la voiture est déterminante. Il y a d'excellents pilotes qui ont fait des choix, on va dire, qui ne leur ont pas permis d'être plusieurs fois champions du monde alors qu'ils ont largement le niveau. Ouais, ça se joue à rien. Ça se joue à rien. En rallye, on peut voir un Sébastien Ogier qui a réussi quand même à gagner avec 3 équipes différentes. Ouais, extraordinaire. Volkswagen, qui était une équipe au top. Toyota, qui aujourd'hui est une équipe au top. Mais il y a eu quand même l'épisode où il a été champion du monde 2 fois chez Ford, où c'était pas une voiture non, c'était pas officielle. Oui, c'est vrai. Et il a quand même réussi à performer. J'en arrive à ma toute dernière question avant encore une rubrique et puis la conclusion de cette entrevue. Qui est passée quand même vite, hein. J'espère que tu as pris plaisir. J'ai beaucoup hésité à te la poser, mais je trouve que c'est important. En tant que pilote, clairement, tu risques ta vie. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses de temps en temps? Parce que en circuit, c'est une chose, mais je trouve qu'en rallye, le danger est encore plus important. Est-ce que tu n'as jamais eu peur? Est-ce que quelque part, comment tu gères ça? Voilà. Comment tu gères ce risque? Parce que tu fous ta vie en danger tous les week-ends. En fait, on le gère, en tout cas, je ne sais pas comment les autres le gèrent, mais moi je le gère de cette façon-là. C'est-à-dire que je ne me suis jamais arrêté à un endroit pour voir ce qui se passait à certains endroits où, par exemple, il y a un trou de 100 ou 150 mètres. Je me suis refusé à aller le voir. Tu ne veux pas voir ce qu'il y a derrière au cas où tu te loupes. J'ai toujours mis des œillères. Et en début de carrière, on va dire, j'ai toujours privilégié la performance. Et je dois dire que la sécurité est presque passée au second plan. Et tu t'es jamais fait peur? T'as pas peur de temps en temps? Est-ce que Alors ça m'arrive aujourd'hui de temps en temps. On peut se permettre, on se fait forcément des chaleurs, mais c'est régulièrement qu'on se fait des chaleurs. Je dirais, si on ne performe pas, on ne peut pas se faire des petites chaleurs. C'est régulier. Par contre, c'est à nous, dans l'instant, à faire le bon geste pour passer. Voilà. Mais régulièrement, on se fait des petites chaleurs. Tu ne peux pas faire différent. Et tu arrives encore à le gérer? Tu le vis encore comme il y a 20 ans? Non. Je pense qu'aujourd'hui, avec mon expérience et mon passé, avec malheureusement certaines personnes qui se sont fait mal, des amis qui se sont fait mal, forcément, ça ouvre un peu les yeux. Mais clairement, le jour où je sentirai que je vais aller moins vite, soit d'un point de vue psychologique, parce que je pense trop à ça, soit parce que je baisse, on va dire, sur les réflexes ou autre, forcément, moi, j'arrêterai. T'arrêteras. Parce que j'ai aucune envie de finir second. Non, mais c'est vrai. Oui, et entier, c'est mieux aussi. Oui, bon, tu vois, c'est même pas la première chose qui je sais, mais moi j'y pense. Parce que de rien. Tu veux, je faisais en sorte de ne jamais regarder les sauteries de route. Aujourd'hui, tu regardes sur... moi, tout ce qui m'a rappelé ou qui peut me rappeler un accident, je l'ai toujours occulté. Volontairement. C'est une manière de pas laisser place au doute. Non, je ne laisse pas. De toute façon, tu ne dois pas douter. D'ailleurs, à ce sujet, si on a le temps, je raconterai une anecdote. Tu te rappelles la fois où j'ai pris le volant alors que tu conduisais ou pas? C'est sûr que tu t'en rappelles. Ah oui, on était sur l'autoroute. J'étais serein, j'étais en train de doubler une voiture. Donc, voie de gauche. J'ai honte de moi, je tiens à le dire. On était à 120, 130, quelque chose comme ça. Hop. Et je crois que c'est un chat qui a traversé. Un chat qui a traversé l'autoroute. Toi, tu m'as pris le volant pour que j'évite le chat par la droite. Mais non, j'avais compris que le chat avait le temps de traverser. Donc, j'ai maintenu le cap et je l'ai évité par la gauche. Ce que je précise pas, c'est qu'il y a un coup de coude. Voilà, tu aurais pu prendre un petit coup de coude quand même. Tu l'as mis, mais très léger. Et ce qu'il faut préciser, c'est que
J'avais un passé de moniteur d'auto-école quelques années, et donc j'étais habitué à former des élèves. Et donc il y a un réflexe quasi pavlovien qui consiste quand il y a un danger à intervenir. Sauf que moi, comme un abruti, j'oublie juste que j'ai un vice-champion du monde à côté de moi, je mets la main sur le volant. Il faut savoir que pendant une semaine, je crois que je t'en ai parlé tous les jours. Oui, tu m'en as parlé. Après, Putain, Manu, je suis tellement désolé. Mais je sais pas, dans ma tête, j'ai anticipé le fait que lui ait le temps de traverser. Ça m'est arrivé sur une anecdote, ça. Ouais. Je me rappelle, j'étais au rallye du Touquet en 2010. Je sors d'une épingle, c'était donc je remets ma première dans l'épingle, et je monte mes rapports de 1 à 6. Ouais. Et dans le champ, je vois une biche. D'accord. Une biche, mais à 150 mètres au moins. Et donc j'allais tout droit, je montais mes rapports, Ouais. et je voyais la biche se rapprocher, avec forcément, tu vois, le truc qui va converger au bout d'un moment. Et en fait, elle saute le talus. Moi, j'étais un bon 160, 170 là. Et en fait, dans ma tête, je me dis non, ça passe. Alors j'ai juste fait ça. Ça a dû passer à, je pense, à 20-30 cm à peine. Oh, purée. J'ai la vidéo de ça. Ouais. Et caméra embarquée. Et c'est passé. Mais il était hors de question que je perde du temps. Je me battais. Ah non, jamais de la vie. C'était pas possible. Ouais, bien sûr. C'était pas possible. Mais en fait, si tu veux, mon œil a dit non, ça va passer. Ouais. J'ai une dernière question, elle me vient aussi. Le copilote, il sert à quoi dans une... Parce que tu sais, je me suis toujours posé la question, le mec il dit quoi à droite, virage 30 degrés, enfin, ça se passe comment concrètement? Donc, en fait, le copilote restitue ce que l'on a marqué pendant les reconnaissances, ce que l'on a établi pendant les reconnaissances. Ouais. C'est-à-dire qu'on a droit à 2 ou 3 passages selon les disciplines, selon les années, un passage même sur la Terre. Et en fait, sur le premier passage, je dicte et je décris la route. Ouais. Et au deuxième passage, il me restitue ce que je lui dis. Et je rectifie. J'adapte. Donc et avant chaque virage ou chaque difficulté, il te... Voilà. Ouais. Avant chaque virage, chaque difficulté, il me restitue ce que je lui ai demandé de le dire avec un certain rythme. Moi, j'ai besoin d'avoir 1 ou 2 virages d'avance pour que je m'imagine le parcours, la route qui est en train d'arriver vers moi. Et en fait, moi, je ne vois qu'un ruban d'asphalte qui vient à moi. Ouais. Et c'est le copilote qui le décrit. Ouais. Voilà. Donc en fait, le copilote, pour moi, il est déterminant. D'accord. En dehors de cette lecture, pour moi, un copilote, c'est un état d'esprit. Ouais. C'est d'être à l'écoute aussi et de voir ce qu'il se passe dans la course auprès de mes concurrents. Bien sûr. À quel moment ils mettent les pneus neufs, à quel moment ils changent des réglages, à quel moment la météo. C'est lui qui te fait part de tout ça. Ouais, il fait part de tout ça. Et aussi, c'est la relation, si tu veux, avant de rentrer dans un parc d'assistance, je lui dis tout ce qu'il y a à faire sur la voiture, il le restitue au team manager ou au responsable mécano, et il contrôle que ce soit fait pendant l'assistance. D'accord. Voilà. Ouais, donc quelque part, votre vie dépend un peu l'un de l'autre. Lui, parce que c'est toi qui le conduis, c'est ça. Et toi, parce que ta conduite va être, on va dire, très influencée par les éléments et les informations qu'ils vont te donner. C'est un vrai... c'est un vrai binôme. Sans copilote, on ne peut pas rouler vite. Impossible de gagner sans copilote. J'espère qu'on aura éclairci ce rôle, souvent méconnu, mais ça m'est venu et je trouvais intéressant de le mettre à l'honneur. Allez, il nous reste une rubrique, la meilleure, celle que j'adore, le cap ou pas cap. T'as regardé les vidéos? Oui. T'es prêt ou pas? Oui, mais ça sera pas forcément Parce que une question. Là, je vais te challenger, là. T'es au courant. Je vais te poser une question. Tu vas me dire cap ou pas cap, t'as le droit de dire pas cap. Jusqu'à présent, écoute, je le dis, toutes les interviews que j'ai faites, tous les invités ont été cap. Mais tu peux ne pas être cap. Tu as le droit de me dire non. Déjà, j'ai pas utilisé de joker, je te rappelle. Oui, c'est vrai. Donc là, tu peux pas te dégonfler maintenant. Tu peux relever que le défi. Bon, allez, on y va. Le but de cette chaîne, c'est aussi de faire partager des choses un peu insolites. Manu, est-ce que tu accepterais, si je te lançais un défi là tout de suite, devant les internautes, un défi au cours duquel on ferait une course, toi et moi, avec mes règles? Tu veux que je te donne mes règles avant de me dire cap ou pas cap? Ah oui. Moi, je suis cap de toute façon, faire la course. Je suis cap. C'est moi qui suis peut-être pas cap, mais je vais assumer. Je te propose de te défier sur une course en carte, tous les deux. Ça va le faire. Une course au cours de laquelle je vais avoir un avantage. Ah bah c'est normal. Si l'avantage est mesuré, ça va aller. Tu es un professionnel. Sinon, je mettrai mes règles aussi. Non, l'avantage, il est très simple. On va déterminer ensemble un karting. Oui. Je vais partir avec de l'avance. On va le déterminer pour que ce soit fair play. Et en une dizaine de tours, il va falloir que tu me rattrapes et que tu me doubles. Je prends. Cap? Cap. Allez, cap. Manu, puisque tu as relevé tous les défis, j'ai un deuxième cap ou pas cap pour toi. Est-ce que tu es prêt à peut-être le relever? Allez, on y va. Celui-ci est plus émouvant. On a fait l'interview d'un judoka médaillé olympique aveugle qui s'appelle Julien Taurine.
Julien, on te fait un gros bisou, on pense à toi. Julien Taurine ne me l'a pas confié devant la caméra, mais il me l'a confié en off. Il a un rêve. Oui. Son rêve, ça a toujours été de monter avec un pilote de course dans une voiture de course. Est-ce que si on prend le temps d'organiser la logistique, les dates et tout, est-ce que tu accepterais de rembarquer avec toi en inside et nous d'une certaine manière, puisqu'on va te filmer à l'intérieur et à l'extérieur, pour permettre à Julien de réaliser ce rêve? Bien sûr, cap. Cap? Oui. Sans hésiter. On notera que Manu a relevé les 2 défis. Oui, sans hésiter. Merci Manu, il appréciera. Il a une coutume sur le média, donc dans les portraits que je fais, c'est celle de laisser conclure toutes les interviews à mes invités. Comme je te l'ai dit, c'est une chaîne d'entraide, une chaîne qui j'espère créera une communauté un jour. Le but étant de donner envie à chaque internaute, à chaque personne qui regarde ces portraits, d'avancer, de réaliser ses rêves, de prendre leur destin un peu en main, quelque part en n'ayant pas peur d'être qui ils sont vraiment. Donc généralement, je demande à mes invités, en regardant la petite caméra qui est là, sur un format très court d'une trentaine de secondes, avec leur parcours, leur vécu, si tu peux toi conseiller à l'internaute qui nous regarde, te donner tes meilleurs conseils avec ton vécu, ce que tu as traversé dans ta vie et donc tout ce que tu en as tiré comme conclusion, qu'est-ce que tu peux dire à l'internaute là qui te regarde, qui nous regarde, pour que lui aussi demain il puisse réaliser ses rêves? Voilà, je me tais, je ne t'interromprai plus. En fait, je pense que c'est relativement simple. Pour réaliser ses rêves, je pense que la première chose, c'est d'y croire. Et la deuxième chose, c'est de travailler à ce que l'on croit. Il faut impérativement travailler pour réaliser ses rêves. Ça tombe jamais tout cuit. Si on veut, on peut. Ça a toujours été ma maxime, ça. Et je continue à l'appliquer. Quoi que je fasse, si on veut, on peut. C'est aussi simple que ça.